L'anime commence quelques années après une terrible éclipse solaire, qui fut l'un des signes de l'apparition de l'ange des ténèbres. Les chevaliers de la Sainte Chaîne de Fer vêtus d'une armure brillante, arrivaient au bord d'un lac qui avait été le site d'une bataille. En plus d'une éclipse solaire, la prophétie mentionne également qu'un lac rouge sang est un signe de l'apparition de l'ange des ténèbres qui fera des ravages dans le monde entier. La scène bascule alors et montre l'ambiance d'une petite ville sans loi, où la violence est omniprésente, et des cadavres gisent dans les rues. Dans une taverne, un garçon aux cheveux roux débordés apporte quelques bières à un groupe de bandits fidèles de la taverne. Non loin de là où ils étaient assis, ils virent un bandit jouer et torturer un elfe nommé Puck. Puck lutta pour se libérer des cordes autour de son cou, mais ses efforts semblaient vains. D'un autre côté, le garçon aux cheveux roux avait l'air agacé et grondait le bandit pour n'avoir fait de lui qu'un garçon de course. Bien que le garçon les ait suivis pour apprendre à se battre et à utiliser l'épée. Cependant, le bandit s'est soudainement mis en colère et a plutôt battu le garçon. Au même moment, un homme de grande taille et portant une grande épée sur le dos est arrivé et a immédiatement battu le bandit pour lui avoir barré le chemin. Un combat entre l'homme et un groupe de bandits était inévitable. Cependant, l'homme nommé Gu a réussi à gagner le combat et a donné de l'argent aux propriétaires de la taverne pour les pertes causées par leur combat. Après avoir acheté une bouteille d'eau pour le voyage, Gu est parti. Le soir, Gu a décidé de se reposer au milieu de la forêt et de faire un feu de joie pour se réchauffer. Tout en mangeant son repas, Puck, qui avait réussi à se libérer, est apparu devant Gu et a continué à discuter de l'histoire de sa vie. Puck avertit alors Gu des bandits qui se cachent dans la forêt et lui demande de faire attention. Cependant, Gu, agacé que Puck n'arrête pas de parler, menace de le brûler si l'elfe continue de le déranger. Craignant Gu, Puck s'éloigne finalement de lui. Pour faire court, lorsque Gu a poursuivi son voyage en se promenant dans les bois au milieu de la nuit, il a rencontré un vieil homme nommé Adolphe et sa fille, Colette, qui lui ont proposé de le conduire. Cependant, Gu a immédiatement rejeté l'offre pour la sécurité du vieil homme et de sa fille tout en lui disant qu'il était surveillé par des esprits maléfiques qui pourraient mettre leur vie en danger. Cependant, Adolphe a insisté sur le fait qu'il irait bien parce qu'il croyait en Dieu Tout-Puissant. D'un autre côté, Puck qui était près de Colette se moquait de Gu avec une expression faciale ridicule jusqu'à ce que Gu décide finalement d'accepter l'offre d'Adolphe après que plusieurs pères d'yeux rouges les regardaient de l'obscurité de la forêt derrière lui. Colette offrit alors à Gu une bouteille de vin pour le réchauffer. Mais Gu a refusé parce qu'il ne voulait pas émousser ses sens dans une situation à surveiller comme celle-ci, surtout lorsqu'il était ciblé par un esprit maléfique. Colette, qui a vu le bras prothétique de Gu, a semblé curieuse à ce sujet et lui a demandé. Gu dit qu'il a perdu son bras gauche dans le combat. Après s'être présenté, Colette a ensuite félicité Gu pour avoir défendu Puck et le garçon aux cheveux roux à la taverne. Sachant que Gu est un mercenaire, Adolphe essaie de lui conseiller de choisir un autre métier qui n'implique pas de violence. Cependant, Gu avait choisi sa propre voie dans la vie car il était destiné à combattre les mauvais esprits. Alors que Gu s'endort, il fait des cauchemars qui donnent lieu à des flashs douloureux du passé lorsque la femme qu'il aimait, Casca, a été harcelée par Griffith. Gu, qui a appelé avec colère le nom de Griffith dans son rêve, s'est alors réveillé et a réussi à tuer un monstre d'incarnation d'esprit maléfique qui l'a attaqué. L'incident réveille Puck et les autres qui se demandent d'où vient le monstre. Gu a expliqué que le monstre était un esprit maléfique né d'un cauchemar et qui faisait de la peur humaine sa nourriture. Réalisant que les mauvais esprits qui le visaient se rapprochaient, Gu se prépara alors et prit son épée pour leur faire face. Gu dit à Adolphe et aux autres que les mauvais esprits viennent des esprits d'humains morts. Étant donné que la forêt dans laquelle il se trouvait actuellement était l'ancienne d'une grande bataille dans le passé, les mauvais esprits qui le ciblaient pourraient être innombrables. Gu a alors demandé à Adolphe et Colette de rester dans la voiture. Cependant, à cause de l'aura maléfique enveloppant l'endroit, leurs chevaux sont devenus agités et ont essayé de se libérer des rênes. Adolphe et sa fille cherchaient désespérément à sortir pour calmer leurs chevaux. Mais ensuite, des troupeaux de squelettes de démons armés ont attaqué de tous côtés, les tuant. Gu a fait de son mieux pour vaincre le troupeau de squelettes de démons. Puck, qui a vu Gu entouré d'un troupeau de squelettes de démons, lui a suggéré de s'enfuir. Cependant, Gu a dit à l'elfe qu'il avait l'habitude de traiter avec eux. Il a ensuite sorti une grande épée, son arme principale, qui pouvait tuer les squelettes de démons d'un seul coup. Puck avertit alors Gu que Colette est possédée par un esprit maléfique et se prépare à l'attaquer. Même si Colette parvient à poignarder Gu, il finit par tuer Colette avec son épée. Après avoir vaincu avec succès un troupeau de squelettes de démons, Gu qui se reposait a été soudainement attaqué du sous-sol par les racines de l'arbre démon, qui s'est ensuite enroulé autour de son corps et l'a rendu difficile à déplacer. Cependant, avec son bras prothétique multifonctionnel et modifié, il s'est libéré des contraintes des racines de l'arbre démon. À l'aide de sa grande épée, Gu a réussi à détruire les racines de l'arbre démoniaque et sa lutte pour vaincre les mauvais esprits s'est terminée à l'aube.
Les rayons du soleil ont alors libéré tous les esprits piégés dans le squelette du démon que Gu avait vaincu lors de la bataille de la nuit dernière. Voyant le corps mutilé de Colette, Puck tente de réconforter Gu en disant que la mort de Colette et de son père n'est pas de sa faute. Cependant, Gu, qui a entendu les paroles de Puck, a éclaté de rire en disant que les personnes qui sont mortes dans les batailles d'autres personnes étaient des personnes faibles et qu'il ne se souciait pas du tout d'elles. Il prit alors son épée et se prépara à continuer son voyage tandis que les mauvais esprits chuchotaient à proximité, lui disant qu'il garderait un œil sur lui et le suivrait partout où il irait, tant qu'il aurait encore la marque sur son cou. Angry Gu a ensuite tiré des boulets de canon partout avec son bras de canon. Après cela, il a continué son voyage avec Puck derrière lui. Quelque temps plus tard, Gu rencontra les Holy Iron Chain Knights qui l'entourèrent immédiatement parce qu'il était le Black Swordsman qu'il recherchait. Le chef des chevaliers, une femme nommée Farnèse, a dit à Gu qu'ils avaient reçu l'ordre du Saint-Siège de le capturer. Le Saint-Siège est une organisation très influente dont l'organe pontifical règne sur une grande religion monothéiste. L'influence paroissiale du Saint-Siège s'étend sur de multiples domaines du monde. Leur insigne ressemble à un faucon en vol, avec deux orbes formant une hélice autour de lui. Le Saint-Siège monopolise la richesse du monde tout en éliminant les menaces potentielles pour lui-même, notamment le culte d'êtres astraux bénins et la pratique de la magie, considérée comme une hérésie. Alors que sa doctrine se répandait dans le monde entier, les anciens dieux furent oubliés et disparurent dans les profondeurs du monde astral. Le Saint-Siège a également écrit des Écritures, un de ces documents prophétiques annonçant la venue d'un ange connu sous le nom de Faucon des Ténèbres, qui viendrait lorsque le soleil mourrait 5 fois, et invoquerait sur le monde un âge de ténèbres. Lorsque Farnèse a ordonné à Gu de déposer son arme et de se rendre, Gu a refusé et a choisi de se battre contre eux. Cependant, ces chevaliers n'étaient pas à la hauteur de Gu car ils n'étaient que des fils gâtés de nobles qui n'avaient même pas d'expérience sur le vrai champ de bataille. Donc Gu pouvait facilement les vaincre. Voyant la défaite des autres chevaliers, le vice-commandant des Holy Iron Chain Knights, un homme du nom d'Azan, est alors intervenu pour affronter Gu seul. Azan, qui était beaucoup plus expérimenté sur le champ de bataille que les autres chevaliers, pouvait égaler la capacité de combat de Gu et le submerger. Gu, qui a choisi de fuir le combat parce qu'Azan pourrait le vaincre tôt ou tard, a sauté haut dans les airs et a chargé Farnèse. Farnèse, qui a vu cela, a tiré son épée et blessé Gu, le faisant s'effondrer inconscient. Tout le monde avait l'air étonné de voir Farnèse pouvoir renverser Gu, même si c'était la première fois que cette femme poignardait quelqu'un. Après cela, Gu a été emmené au camp des Holy Iron Chain Knights, où il a été immédiatement amené dans la tente de Farnèse afin qu'elle puisse l'interroger plus librement sur les événements de l'éclipse solaire il y a plusieurs années. Cependant, Gu détourne la conversation en mentionnant Farnèse, qui est considéré comme ayant des problèmes mentaux liés à sa croyance en Dieu. Farnèse, qui s'est alors senti irrité, a dit à Gu de se taire et a menacé de le tuer s'il continuait à se moquer de sa croyance en Dieu Tout-Puissant. En parcourant les affaires de Gu, Farnèse a semblé intéressé par ce qu'elle pensait être l'un des objets qu'il utilisait pour vénérer les idoles. Mais encore une fois, Gu a refusé de servir la Farnèse trop curieuse et lui a demandé si elle avait déjà rencontré le dieu qu'elle adorait. Farnèse a fermement déclaré que le dieu qu'elle adorait était dans le ciel et dans l'âme des adorateurs, ce qui les empêchait de voir le dieu qu'ils adoraient. En entendant la réponse de Farnèse, qu'il trouvait ridicule, Gu éclata de rire tout en se moquant de sa croyance en la religion qu'elle suivait. Une Farnèse irritée a alors fouetté Gu plusieurs fois, mais elle s'est immédiatement rendue compte que Gu ne semblait pas souffrir et a ordonné à Azan de l'enfermer. Gu a ensuite été placé dans un enclos pour animaux dont le toit n'était recouvert que d'une bâche. Cette nuit-là, Gu s'est rendu compte que les mauvais esprits commençaient à le cibler de tous côtés, y compris du sous-sol. Il a alors pensé à un moyen de faire face aux mauvais esprits dans un tel état d'entrave. Lorsque Gu est dans une impasse, Puck apparaît soudainement devant lui avec une clé qui peut ouvrir les chaînes qui le lient. Ayant réussi à se libérer, Gu se précipita alors vers la tente de Farnèse pour récupérer ses armes et son équipement. Gu, qui s'était faufilé dans la tente de Farnèse, l'a vu torse nu et se fouettant devant l'autel du culte en guise de punition pour avoir négligé ses devoirs. Après avoir rendu Farnèse inconscient, Gu a ensuite repris ses vêtements, ses armes et son équipement et est parti là-bas en faisant prisonnier Farnèse afin qu'Azan et les autres chevaliers ne résistent pas et le laissent partir. D'un autre côté, le serviteur de Farnèse, qui est aussi son demi-frère, Serpico, n'a pas simplement laissé Gu emmener Farnèse. Serpico a immédiatement poussé son cheval à chasser Gu. Lorsque Serpico était sur le point d'attaquer Gu avec ses fusils à arc, il fut soudainement bloqué par les mauvais esprits qui l'entouraient et effrayaient son cheval, le faisant tomber. Pendant ce temps, Puck, qui a vu le troupeau d'esprits maléfiques se rapprocher d'eux, a averti Gu de se préparer à leur attaque. Gu dégaina alors son épée à 2 mains et taillada le troupeau des mauvais esprits qui l'attaquaient tout en continuant à éperonner son cheval à grande vitesse. Farnèse, approché par l'un des esprits maléfiques, sembla choqué à cause de leur apparence terrifiante.
Elle s'est avérée être la première fois qu'elle voyait les mauvais esprits, ce que Gu a qualifié de miracle envoyé par Dieu dans ce monde. Pendant ce temps, Serpico, qui regardait Gu du haut de la colline, a estimé qu'il se dirigeait vers la zone abandonnée du complexe du manoir Lansdowne. Le château a été autrefois construit par un noble pour canaliser son passe-temps de chasse et de détente pour soulager l'ennui et la fatigue de son travail. Il y a 5 ans, il y a eu un grand incendie qui a tué le noble et tous ses employés. Gu est enfin arrivé. Cependant, en entrant dans le parc du château, le cheval s'est révolté, ce qui a fait tomber Gu et Farnèse. Peu de temps après, une meute de chiens possédés par un esprit maléfique est apparue et les a entourés tous les deux. Gu a alors dit à Farnèse que le troupeau de chiens démons était un véritable miracle. Alors que le troupeau de chiens augmentait en nombre, Gu emmena alors Farnèse et son cheval pour entrer dans le château et trouver une cachette. Cependant, le troupeau de chiens démons a réussi à faire irruption, alors Gu n'a pas pu s'empêcher de les affronter. D'un autre côté, une Farnèse effrayée s'enfuit dans une ruelle sombre, où elle rencontre un nain ridé qui prétend être le gardien du chien. Farnèse a alors demandé à l'homme de dénouer le nœud. Voyant Gu massacrer ses chiens, le nain se sentit soudain en colère et jura de le tuer pour ce qu'il avait fait à ses chiens. Gu semblait avoir réalisé que l'homme était celui qui avait tué le propriétaire du château et tous ceux qui s'y trouvaient. Cependant, l'homme nain lui a dit qu'il ne les avait pas tués mais qu'il les avait chassés. Le nain semblait intéressé par Farnèse et voulait s'en prendre à elle. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Gu avait déjà poignardé le nain dans la bouche, révélant sa vraie forme, un monstre. Gu et le monstre s'engagent alors dans une bataille féroce. Alors que Gu combat le monstre, Puck s'approche de la statue d'un visage de femme en haut des escaliers. Puck a d'abord senti quelque chose d'étrange avec la statue, puis l'a touchée. Avec sa force, Puck a pu découvrir le passé du propriétaire du manoir et quels événements terribles leur sont arrivés car apparemment, la statue est un morceau du corps de la fille du propriétaire. Dans le passé, cette jeune fille était la seule personne qui le traitait avec gentillesse et douceur. Cependant, en raison de sa haine extrême pour le maître, il a fait de la jeune fille un sacrifice à la main de Dieu. Un quadrivirat de souverains démons qui agissent comme exécuteurs de la volonté de l'idée du mal sous leur désir étant intrinsèque aux entités. Se sentant coupable d'avoir tué quelqu'un qui avait été si gentil avec lui, le monstre fit alors une statue d'exposition du corps de la jeune fille. Puck, qui a touché la statue d'affichage, a réussi à détourner l'attention du monstre afin que Gu puisse l'abattre. Lorsque le monstre est impuissant, Gu torture alors le monstre pour obtenir des informations sur Godhand, puis tue le monstre lorsqu'il n'obtient aucune information. D'un autre côté, Farnèse s'était apparemment enfui de là alors que Gu interrogeait le monstre, confronté à un cheval possédé par un esprit maléfique. Heureusement, Gu est arrivé à temps et l'a sauvé après avoir décapité le cheval avec un seul coup d'épée. Gu a alors averti Farnèse de ne pas le fuir si elle voulait rester en vie, et Farnèse s'est conformé. Alors qu'il marchait dans les ruelles sombres du château. Farnèse avait l'air frustrée et déçue d'elle-même parce qu'elle était plus concentrée sur la fuite que sur la prière et la demande d'aide à Dieu Tout-Puissant. Alors que pendant tout ce temps, Farnèse s'était considérée comme une servante obéissante du Dieu. Cependant, dans ce doute, Farnèse était possédée par un esprit maléfique qui a mis à l'épreuve sa foi en Dieu. Révélant le secret le plus sombre de Farnèse qui s'est récemment fouettée non pas à cause de la pénitence pour les erreurs qu'elle avait commises, mais à cause d'un pur désir face à Shirtgu. Farnèse, dont la foi avait longtemps faibli, céda alors à l'esprit maléfique qui s'était soudain emparé de son corps. Elle a ensuite attaqué Gu tout en le séduisant. Cependant, Gu savait que Farnèse avait été possédée et a choisi de ne pas agir imprudemment. Peu de temps après, l'aube s'est levée et le soleil a brillé à travers le trou dans le mur, illuminant le passage sombre. Farnèse a finalement repris ses esprits car l'esprit maléfique qui possédait son corps avait disparu. Réalisant ce qu'elle était sur le point de faire alors qu'elle était complètement nue, Farnèse a crié et éclaté en sanglots. Au même moment, Serpico y est finalement arrivé et a immédiatement aidé Farnèse. Serpico dit alors à Gu qu'il ne l'attrapera pas cette fois et le laisse partir. Cependant, Serpico surprend Gu avec sa capacité à manier une épée. Il a ensuite dit au revoir à Gu et a suivi Farnèse, qui s'était éloigné. Puck, qui les a vus partir, a ensuite dit à Gu qu'il ressentait une profonde tristesse irradiant de Farnèse comme si elle était piégée dans une prison invisible. La scène change alors et montre les habitants de la ville de Windham qui se rassemblent sur la place du palais parce qu'ils s'inquiètent de la détérioration de l'état de santé du roi. Avant que le roi ne tombe malade, tous les habitants avaient le même rêve sur la calamité qui viendrait frapper leur terre. Non seulement ils font de terribles cauchemars, mais les habitants ont aussi des rêves qui indiquent l'arrivée du faucon de lumière, qui se débarrassera de l'âge des ténèbres. Empêchera toutes les catastrophes de se produire et les sauvera tous. La scène se tourne vers le présent, à la fin de sa vie, dans un état mourant et faible, le roi appelle le nom de sa fille, Charlotte, et demande à être réuni avec elle. Un général nommé Laban tente de convaincre Charlotte de quitter la pièce et de rencontrer son père mourant. Cependant, Charlotte refuse de rencontrer le roi qu'elle ne considère plus comme un père et manque toujours Griffith, le seul homme qu'elle aime.
Lorsque la mort vint sur lui, le roi cria le nom de Griffith, et à l'extérieur du palais, la cloche sonna plusieurs fois, signalant que le roi était mort. Lorsque tous les habitants de Windham pleurent la mort de leur roi, leur ennemi, l'armée Cuchand, apparaît à l'horizon. La scène change alors et montre des gens rassemblés avec des torchers et entourant Casca qui est attaché à un poteau, sur le point d'être brûlé par le peuple. Mais il s'est avéré que la vue n'était qu'un cauchemar vécu par Gu, qui s'est endormi en s'appuyant contre un gros tas de rochers. Gu, qui s'est alors levé de là, a vu un esprit maléfique qui ressemblait au visage de Casca de l'intérieur de la crevasse rocheuse. L'esprit maléfique avertit Gu du désastre imminent en Terre Sainte et lui demande de se dépêcher. En entendant cela, Gu s'est immédiatement rendu compte que la catastrophe pouvait être liée au cauchemar qu'il vivait et également liée à Casca. Gu s'est précipité à un endroit où il a rencontré une petite fille nommée Erika, qu'il a soignée alors qu'il était inconscient après les horribles événements de l'éclipse solaire. Erika, qui était très heureuse du retour de Gu, l'a ensuite emmené chez elle pour rencontrer Riker, un garçon que Gu avait sauvé dans une bataille il y a quelque temps. Riker, qui avait semblé heureux lorsqu'il avait rencontré Gu, est devenu sombre et a baissé les yeux tristement lorsque Gu a posé des questions sur l'état de Casca. Riker a informé que Casca était parti. Sachant que Casca avait disparu quelque part, Gu était instantanément furieux et gronda Riker. Cependant, Erika défend alors Riker et révèle à Gu que la disparition de Casca était de sa faute. Riker a informé qu'il y a un mois, l'état de Casca s'était aggravé, alors Erika a pris l'initiative de la réconforter en l'emmenant faire une promenade dans la forêt. Quand Erika était négligente, Casca a soudainement disparu. En entendant cela, Gu a alors reproché à Riker de ne pas avoir essayé de trouver Casca. Cependant, Erika reproche ensuite à Gu d'avoir choisi d'abandonner Casca au cours des 2 dernières années. Erika informe que Riker a toujours essayé de trouver Casca et qu'il aurait pu chercher Casca plus loin. Pourtant, Riker s'est rendu compte qu'il devait rentrer parce qu'il ne voulait pas laisser Erika et son père adoptif, Godot, coucher malade à l'étage. Gu rencontre alors Godot, le vieil homme qui l'a sauvé, qui essaie maintenant de dissimuler la maladie qui ronge son corps, et soutient que la vieillesse a rendu son corps dans cet état pathétique. Après avoir examiné la grande épée et le bras prothétique de Gu, Godot s'est rendu compte qu'au cours des 2 dernières années, Gu avait traversé diverses batailles pour se tourner vers la haine et se venger de tout ce qui était arrivé à Casca. Godot dit à Gu que la vengeance ne mènera qu'à la misère qui ne finira jamais. Cependant, Gu a souligné que personne ne pouvait comprendre sa situation. De plus, Gu a également perdu des personnes très importantes dans sa vie. Gu pense que personne ne subira la plus grande perte de sa vie comme lui. En entendant cela, Godot a déclaré que Gu était égoïste parce qu'il avait choisi de quitter Casca il y a 2 ans. Même si à cette époque, Casca était dans le pire état de sa vie en raison d'un traumatisme après avoir vécu un événement très terrible. Au lieu d'accompagner Casca et toujours à ses côtés, Gu a choisi de s'enfuir, se laissant gouverner par sa propre haine. Godot se demande alors si Gu mérite toujours de parler de vengeance pour ce qui lui est arrivé après que Gu ait choisi de laisser Casca seul pour faire face au traumatisme et à la souffrance sans fin. En entendant les paroles de Godot, Gu ne put s'empêcher de se taire et incapable de répondre aux paroles du vieil homme. Après cela, Erika et Riker ont emmené Gu au bord d'une falaise, où de nombreuses épées étaient coincées dans le sol. Riker a dit à Gu qu'il avait forgé toutes les épées et les avait placées là comme symbole des tombes des soldats qui avaient combattu avec lui il y a quelque temps. Même s'ils n'y étaient pas enterrés. Gu se tourna alors vers Riker et le regarda avec admiration, car il était devenu assez vieux pour endurer la mort de ses amis et trouver un moyen de commencer une nouvelle vie. Alors qu'il s'enfonce encore dans la mare de culpabilité et d'ambition de vengeance. Cette nuit-là, Gu, qui ne pouvait fermer les yeux sans son épée près de lui, se souvint des terribles événements qui s'étaient abattus sur Casca et réalisa que pour le reste de sa vie, il ne pourrait pas s'en débarrasser, alors il fut déterminé à tout affronter tout seul. Gu est alors déterminé à retrouver Casca, la sauvant car il ne veut plus perdre la personne la plus précieuse de sa vie. D'un autre côté, Riker, qui réparait le bras prothétique de Gu, a été surpris par l'apparition de Godot, qui s'est forcé à forger l'épée de Gu, même s'il était gravement malade. En fait, Godot a non seulement forgé l'épée de Gu, mais a également fabriqué une nouvelle armure pour lui. Après que Riker ait réparé sa prothèse de bras et fourni des fournitures pour son voyage, Gu lui a alors dit qu'il se rendait en Terre Sainte à proximité. Riker souligne que la Terre Sainte à laquelle Gu faisait référence était probablement une ancienne église appelée Saint-Albion, et également connue sous le nom de Tour de la Conviction. Remplie de réfugiés. Sachant qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le procès des sorcières se tiendrait bientôt, Gu était certain que Casca était là, selon sa vision précédente. Riker supplie Gu de trouver Casca et de la ramener vers eux. Après avoir dit au revoir à Godot et Riker, Gu s'est précipité à Saint-Albion. Pendant ce temps, les chevaliers de la Sainte Chaîne de Fer ont été vus en train de faire un convoi vers Saint-Albion ailleurs. Farnèse, qui était à l'avant-garde du convoi, avait l'air sombre alors qu'elle pensait encore aux terribles événements qu'elle avait vécus avec Gu. Farnèse a essayé de chasser le souvenir de l'incident de son esprit et l'a considéré comme un simple cauchemar. Après tout,
Elle se considérait toujours comme une servante obéissante de Dieu et ne tomberait jamais dans la flaque du péché. D'autre part, les habitants qui voulaient évacuer vers Saint-Albion ont vu Farnèse et ses chevaliers escorter une calèche à roues rouges. Qui était la marque de fabrique de l'inquisiteur Mgr Mosgus, qui était connu comme un prêtre cruel qui n'hésiterait pas à torturer toute personne considérée comme apostate de la religion professée. Par le Saint-Siège. Mosgus, qui a puni environ 500 personnes au nom de la loi de Dieu, est devenu la cible de la haine des habitants dont les familles ou les proches ont été victimes de sa violence. Il est donc souvent utilisé comme cible de meurtre. Peu de temps après, un groupe de rebelles est apparu qui a attaqué le convoi des chevaliers de la chaîne de fer sacrée, où ils ont ciblé Mosgus dans une calèche pour venger leurs familles qui étaient devenues des victimes. Mais ensuite, Mosgus et ses bourreaux sont sortis de la calèche et ont immédiatement achevé les gens avec leur équipement de torture qui pouvait massacrer plusieurs personnes à la fois. Voyant l'apparition de Mosgus, Farnèse s'est alors agenouillé devant lui et s'est excusé pour tout le chaos qui s'était produit. Mosgus a dit que c'était la volonté de Dieu, et le fait que ni Farnèse ni ses chevaliers n'aient été blessés dans l'attaque signifiait que Dieu avait accordé la grâce à ses serviteurs obéissants. L'un des rebelles survivants a ensuite été arrêté. L'homme a révélé plus tard qu'il s'agissait en fait d'un groupe d'habitants dont le village avait été incendié par Mosgus pour avoir été accusé d'être une cachette pour les infidèles après avoir retardé la livraison des offrandes prescrites. Cependant, l'homme a fait valoir qu'ils avaient retardé la remise des offrandes parce qu'ils connaissaient une famine prolongée. Mosgus a plutôt dit à l'homme que la catastrophe qui a frappé leur village était la punition de Dieu parce qu'ils étaient des infidèles. En entendant cela, l'homme a immédiatement remis en question la loi de Dieu qui avait toujours été vantée par Mosgus, qu'il pensait être très déviante. Parce que l'homme a remis en question la loi de Dieu devant lui, Mosgus s'est alors mis très en colère et s'est cogné un livre saint très épais sur la tête. Mosgus a alors demandé à ses bourreaux de procéder immédiatement à un simple procès de l'homme avec les outils de torture qu'ils avaient préparés. La vue horrible a clairement fait frissonner de peur tous ceux qui en ont été témoins. Mais ce n'était pas le cas de Farnèse, qui semblait apprécier la souffrance et la douleur de l'homme. Lorsqu'un vieil homme qui faisait partie des rebelles était sur le point d'être jugé, il a tenté de s'enfuir et a frappé une femme, qui n'était autre que Casca. Heureusement, une femme nommée Lucas qui se tenait à proximité a aidé Casca et a déclaré qu'elle ne faisait pas partie des rebelles. Après cela, Lucas a emmené Casca de là. La scène bascule alors et montre un garçon aux cheveux roux qui est confronté à des bandits dans un village abandonné. Le garçon nommé Isidoro a réussi à récupérer les restes de nourriture laissés par les habitants, mais les bandits avaient l'intention de s'emparer de la nourriture. Isidoro a insisté sur le fait qu'il ne partagerait la nourriture avec personne parce qu'il s'était donné beaucoup de mal pour l'obtenir. Les bandits ont alors menacé Isidoro, alors il n'a eu d'autre choix que de leur remettre la nourriture. Cependant, après que le gang de bandits ait mangé la nourriture, ils sont immédiatement tombés malades et ont vomi parce qu'il s'est avéré qu'Isidoro avait empoisonné la nourriture. Isidoro a alors révélé qu'il avait anticipé cela, alors il a caché sa nourriture sous ses vêtements pour éviter qu'elle ne soit volée. Comme les bandits avaient été empoisonnés, Isidoro pouvait facilement les vaincre. Cependant, lorsque d'autres bandits sont arrivés et ont demandé à Isidoro ce qui était arrivé à leur gang, il a menti en disant qu'ils avaient été attaqués par l'armée Kushan, l'ennemi du royaume de Midland. Peu de temps après, les soldats Kushan y sont arrivés et ont immédiatement massacré les bandits. Isidoro, surpris par l'apparition soudaine des soldats Kushan, se précipita alors pour se cacher avant qu'ils ne le tuent. Quand l'un des soldats Kushan était sur le point de tuer Isidoro, Guy est arrivé après un long voyage. Isidoro a immédiatement reconnu Gu car ils s'étaient rencontrés dans une taverne il y a quelque temps lorsque Gu l'a sauvé. Gu, qui marchait si pressé, a alors demandé aux soldats de Kushan de s'écarter car ils lui bloquaient le chemin. Cependant, les soldats Kushan ont attaqué Gu à la place, ne lui laissant d'autre choix que de dégainer son épée et de tous les massacrer. Isidoro était tellement étonné de voir l'action de Gu qu'il pouvait achever les soldats Kushan très facilement sans l'aide de personne, puis décida de le suivre. Pendant ce temps, plusieurs personnes du clan Bakiraka observaient Gu sur une colline non loin de là. Bakiraka est un clan d'assassins au sein de l'Empire Kushan, dirigé par Silla. Il y a plusieurs années, Silla s'était battu avec Gu et avait été vaincu par cet homme. Pour cette raison, Silla a décidé de ne pas se battre contre Gu lorsqu'il a massacré les soldats Kushan et a sagement dit à ses gardes du corps qu'il pourrait peut-être le battre. Mais non sans subir des pertes. La scène se tourne vers le camp de réfugiés près de la tour de la Conviction, où l'on peut voir les réfugiés dont les conditions sont très pathétiques en raison de la faim endémique jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir un par un. Les réfugiés affamés ont même osé intercepter les gardes royaux qui s'apprêtaient à envoyer de la nourriture à l'église de Saint-Albion car ils ne pouvaient plus supporter la faim pendant des jours. L'une d'elles était une femme qui voulait nourrir son tout-petit. Voyant les réfugiés voler de la nourriture, Farnèse leur a alors enseigné de se comporter comme des serviteurs honorables et obéissants de Dieu. Et le vol ne se reflétait pas comme un serviteur obéissant de Dieu. Cependant, la femme a alors supplié Farnèse de la laisser prendre la nourriture car son fils était en train de mourir et avait besoin d'aide dès que possible. Peu de temps après,
Mosgus est arrivé là-bas et a plutôt apprécié les actions de la femme parce qu'elle cherchait désespérément à voler pour sauver son fils. Mosgus a alors ordonné à Farnèse et à ses chevaliers d'amener la femme et certaines des personnes qui avaient commis le vol dans l'église. L'enfant de la femme a immédiatement reçu le meilleur traitement et les meilleurs soins de la part des médecins de l'église. Mosgus a également informé qu'il avait envoyé une lettre à la direction du Saint-Siège leur demandant de livrer des vivres aux réfugiés à Saint-Albion. En entendant cela, la femme a ensuite remercié Mosgus d'avoir été si gentil avec eux. Cependant, Mosgus a dit à la femme qu'en tant que croyante en Dieu, elle devait d'abord faire quelque chose. Mosgus a ensuite emmené Farnèse et la femme dans une pièce où il a torturé plusieurs personnes. Ils avaient l'air choqués et effrayés de voir l'horreur devant eux. Où les bourreaux de Mosgus torturaient les personnes qui avaient commis le vol. Mosgus a dit à la femme qu'elle avait fait un acte louable pour sauver son fils affamé. Cependant, la femme avait également commis le péché de voler des vivres qui étaient sur le point d'être livrés à l'église. À cause de cela, elle a dû expier ses péchés en étant torturée à cet endroit. Après cela, les arrestations de personnes considérées comme des infidèles ou des péchés commis ont continué à être effectuées par Farnèse et ses chevaliers dans le camp de réfugiés. Ils patrouillent à tour de rôle pour garder un œil sur les réfugiés vivant autour de la tour de la condamnation. Pendant ce temps, Lucas a été vu en train de faire son travail de prostituée dans l'une des tentes de réfugiés. Elle avait un client régulier, un homme du nom de Jérôme, qui était à la fois un noble et l'un des chevaliers de la Sainte Chaîne de Fer. En s'embrassant, Lucas et Jérôme ont été surpris par l'apparition soudaine de Casca dans leur tente. Lucas présente Casca comme Hélène parce qu'elle ne connaît pas son vrai nom et dit à Jérôme que Casca est sa sœur qui souffre d'une certaine maladie qui nécessite que certaines parties de son corps, y compris son visage, soient enveloppées dans des bandages. Cependant, Lucas a fait cela pour cacher une marque étrange sur le corps de Casca. Elle s'inquiète pour la sécurité de Casca, choisissant de couvrir la marque parce qu'elle ne veut pas que Casca soit considérée comme la sorcière et punie par Mosgus. Après que Jérôme ait payé ses services avec un collier de perles et quelques pièces d'or, Lucas a convoqué les jeunes femmes qui étaient ses cadettes dans la profession. Bien qu'habitant dans un camp de réfugiés avec un niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté, Lucas est l'une des rares personnes qui a encore la conscience de faire plaisir à son entourage en mettant de côté une partie de ses revenus pour aider les résidents dans le besoin et en écoutant les plaintes de ceux qui l'entourent. Autant que possible, elle les encourage à continuer à vivre et à ne pas succomber à la souffrance ou à la pauvreté qu'ils vivent. Parce que Lucas doit encore faire son travail, elle demande alors à l'une de ses amies, une femme nommée Nina, de s'occuper de Casca et de lui donner des médicaments. Vers le soir, Nina emmena Casca au bord de la rivière pour aller chercher de l'eau. Là, Nina déplore sa vie remplie de misère et est frustrée par sa situation compliquée, notamment par l'étrange maladie dont elle souffre. Nina ne s'est pas rendu compte que les mauvais esprits avaient possédé les corps des réfugiés autour d'eux parce qu'ils étaient attirés par les marques sur le corps de Casca. Où les marques avaient presque la même fonction que les marques de Gu, ce qui pouvait attirer l'attention des mauvais esprits. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Isidoro, qui suivait Gu, a découvert qu'il dormait en s'appuyant sur un tronc d'arbre. Isidoro a essayé de soulever l'épée de Gu, mais il était tellement submergé qu'il a accidentellement laissé tomber l'épée et a réveillé Gu, qui a pris son épée. Gu demande alors à Isidoro pourquoi il l'a suivi, ce à quoi Puck suppose qu'Isidoro veut être l'apprenti de Gu. Cependant, Isidoro insiste sur le fait qu'il ne veut être le disciple de personne ou être lié à quoi que ce soit, car il ne croit qu'en lui-même. En entendant cela, Gu sourit légèrement parce qu'Isidoro lui rappelait le passé, qui n'avait jamais fait confiance à personne et ne voulait être attaché à rien. Gu a alors demandé à Isidoro d'arrêter de le suivre car il serait très dangereux d'être à ses côtés, surtout la nuit. Cependant, Isidoro a refusé la demande de Gu, alors Gu n'a pas pu s'empêcher de montrer pourquoi il a demandé à Isidoro d'arrêter de le suivre. Vers la nuit, les mauvais esprits ont commencé à apparaître et ont possédé les corps des réfugiés victimes de la torture de Mosgus il y a quelque temps. Isidoro avait l'air tellement surpris parce que c'était la première fois qu'il voyait des créatures aussi terribles et il était surpris de voir que Gu semblait avoir l'habitude de s'occuper d'eux. D'un autre côté, Gu semblait tellement excité d'affronter les mauvais esprits parce qu'il avait pris sa décision et accepté son destin. Alors que la nuit tombait, Nina ne sembla pas remarquer le troupeau d'esprits maléfiques qui s'approchait d'eux, tandis que Casca restait là à les regarder, ne sachant pas quoi faire. Non loin de là, l'enfant démon qui surveillait Casca est apparu. L'enfant démon est la progéniture de Gu et Casca, introduit dans le monde physique comme un petit lutin difforme après avoir été souillé par Griffith de la femme enceinte Casca. Lorsque les morts vivants possédés par les mauvais esprits se réveillent enfin, l'enfant démon essaie d'empêcher les mauvais esprits d'attaquer Casca. Même en les regardant, l'enfant démon pouvait exorciser les mauvais esprits et les envoyer dans l'au-delà. Casca, qui semblait intéressé par l'existence de l'enfant démon, s'y précipita aussitôt. Cependant, Nina,
qui a réalisé qu'ils étaient là depuis trop longtemps et que Lucas serait inquiet s'il ne revenait pas, a attrapé le bras de Casca et l'a emmené. Ailleurs, Guki a réussi à vaincre ses ennemis, s'est alors précipité vers Saint-Albion car il voulait sauver Casca immédiatement. Mais sur le chemin, il croise le chemin du Skull Knight, qui révèle que la main de Dieu utilise Saint-Albion comme site d'un rituel pour restaurer la forme corporelle de Griffith. Le Skull Knight dit alors à Gu que son rêve sur le Faucon des Ténèbres est un présage de l'apparition d'un personnage qui apportera un désastre au monde entier. De plus, le Skull Knight dit à Gu que lui et Casca seront à nouveau impliqués dans un terrible événement qui n'est pas très différent d'avant et que personne ne pourra empêcher ce terrible événement de se produire. Si auparavant Gu et Casca avaient réussi à survivre avec l'aide du Skull Knight, cette fois Gu a déclaré qu'il utiliserait son propre pouvoir pour sauver Casca. En entendant cela, le Skull Knight a semblé un peu impressionné par Gu et a déclaré que les marques sur son corps pourraient l'aider. Avant de partir, le Skull Knight a suggéré que Gu se préoccupe de la sécurité d'une seule personne. Le lendemain, Farnèse semblait n'avoir plus d'appétit après avoir vu Mosgus torturer les voleurs de nourriture. Pour cette raison, elle avait l'intention de rencontrer Mosgus pour parler du bien-être des résidents vivants dans le camp de réfugiés. Accompagné de Serpico, Farnèse se dirigea vers l'endroit où se trouvait Mosgus. Ils ont ensuite été escortés par l'un des bourreaux de Mosgus, qui a révélé que les bourreaux étaient autrefois des personnes ostracisées par la société en raison de leurs conditions physiques. Cependant, Mosgus leur a sauvé la vie, ils sont donc prêts à tout pour lui, même s'ils n'aiment pas le travail. Farnèse et Serpico ont ensuite été emmenés à la chapelle, où Mosgus a effectué le rituel de prier Dieu en se jetant à plusieurs reprises. Après avoir terminé le rituel, Mosgus est allé voir Farnèse, qui lui a dit que son genou était blessé. Mosgus ne semble pas se soucier de la blessure ou de la douleur qu'il ressent en priant, car c'est un témoignage de sa foi en Dieu. Farnèse a ensuite révélé son intention et son but en venant rencontrer Mosgus. Où elle pensait apparemment que les méthodes utilisées par le Saint-Siège et Mosgus pour augmenter la foi des résidents étaient trop excessives. De plus, les habitants vivent dans la misère, alors tout ce temps ils ne pensent qu'à survivre. Cependant, Mosgus a assuré à Farnèse qu'ils avaient fait la bonne chose selon ce que Dieu avait ordonné, et qu'il était bon pour eux de faire tout ce qu'il fallait pour la gloire de leur Dieu. En entendant la brève conférence de Mosgus qui faisait chaud au cœur, Farnèse tomba immédiatement à genoux et ne posa plus de questions car elle était convaincue que tout cela était bien le chemin que Dieu leur avait destiné. Pendant ce temps, personne ne savait que le mystérieux observateur les observait d'une hauteur. Dans le camp de réfugiés, Nina a été vue en train de distribuer de la nourriture aux résidents affamés, comme Lucas l'avait précédemment ordonné. Peu de temps après, un jeune homme du nom de Joachim, qui est son client récurrent, s'approche de Nina pour lui demander comment elle va. Joachim semblait être au courant de la maladie de Nina et s'inquiétait de son état. Nina utilise alors la sincérité de Joachim pour tester s'il l'aime vraiment en lui demandant de venir au bord de la rivière à minuit pour la rencontrer. Bref, Joachim est venu voir Nina au milieu de la nuit, prouvant qu'il était bel et bien tombé amoureux d'elle. Nina a alors emmené Joachim quelque part et ne s'est pas rendu compte que Lucas les suivait car elle soupçonnait les mouvements de Nina qui semblaient étranges ces derniers temps. Cependant, à l'insu de Lucas, Casca la suivait secrètement avec un troupeau d'esprits maléfiques derrière elle. Nina s'avère emmener Joachim dans une association païenne exécutant un rituel organisé par le chef à tête de chèvre du culte païen. Joachim s'engage progressivement jusqu'à ce qu'il apprenne que les païens sont des cannibales et tente de fuir, mais il tombe d'une falaise. D'autre part, Lucas, qui a finalement découvert que Nina était adepte d'une secte, a semblé tellement surpris car elle ne s'attendait pas à ce que Nina soit impliquée avec des païens. Lucas a ensuite rencontré Nina au bord de la falaise en pleurant de déception car Joachim a choisi de s'enfuir plutôt que de la rejoindre dans le culte. Surprise par la présence de Lucas, Nina lui lance des pierres pour la chasser. Cependant, Lucas n'est pas resté silencieux et a ensuite giflé Nina au visage et l'a réprimandée avant de finalement lui pardonner lorsqu'elle a promis de quitter la secte. Peu de temps après, Lucas a finalement découvert que Casca l'avait suivi tout ce temps. Dans le même temps, les païens qui ont rencontré Casca et qui avaient l'air curieux du bandage couvrant son visage ont ensuite déchiré de force le bandage sur son visage et exposé accidentellement ses vêtements afin que les marques sur sa poitrine deviennent visibles. Casca est presque harcelé par les païens mais est sauvé par les mauvais esprits attirés par sa marque, qui finit par posséder les païens et les oblige à s'entretuer. Peu de temps après, l'enfant démon est arrivé et a expulsé les mauvais esprits. Les païens survivants qui ont vu l'incident ont supposé que Casca était une sorcière et se sont prosternés pour l'adorer. Pendant ce temps, Joachim a apparemment réussi à survivre après être tombé d'une falaise, et le mystérieux observateur l'a observé un moment avant de finalement partir. Le lendemain, Lucas est surpris par les gens qui continuent de venir offrir des cadeaux à Casca parce qu'ils pensent qu'elle est une sorcière qui peut les sauver de la cruauté de Mosgus. D'un autre côté, Nina avait peur que Mosgus et les chevaliers de la Sainte Chaîne de Fer les arrêtent et les punissent si Casca restait avec eux. Nina demande alors à Lucas de quitter Casca.
Cependant, Lucas a fermement refusé la demande de Nina. Peu de temps après, ils ont appris qu'une de leurs amies, une fille nommée Pépé, avait été arrêtée par les chevaliers de la Sainte Chaîne de Fer pour avoir commis un péché. Lucas s'y est alors précipité et a aidé Pépé qui se faisait fouetter par l'un des chevaliers. Mais ensuite, Gu arrive là-bas et les sauve tous les deux en interrogeant l'homme sur une femme avec une marque à la poitrine. Comme le chevalier ne savait absolument rien de Casca, Gu le tua et massacra les autres chevaliers. Sachant que Gu cherchait Casca, Lucas lui a alors dit qu'elle connaissait la femme que Gu recherchait et l'a emmenée dans sa tente. D'un autre côté, Nina qui avait tellement peur que tôt ou tard, la nouvelle selon laquelle Casca avait les marques d'une sorcière serait découverte par les chevaliers de la chaîne de fer sacrée. Puis s'est précipitée pour emmener Casca loin de là avant qu'elle ne les cause tous gros inquiétés. Lucas et Gu sont finalement arrivés et ont trouvé la tente vide, indiquant que Nina avait l'intention de s'enfuir en emmenant Casca à partir de là. Nina et Casca rencontrent accidentellement les païens qui ont apparemment l'intention de kidnapper Casca parce que leur chef veut en faire son épouse. Pendant ce temps, Gu et les autres se séparent pour chercher où se trouve Casca. Isidoro et Puck qui exploraient le camp de réfugiés près de la colline, ont accidentellement vu deux femmes qui étaient sur le point d'être emmenées par un groupe de personnes. Pensant que l'une des femmes pourrait être la femme que Gu recherchait, ils décidèrent tous les deux de les suivre. Ailleurs, Farnèse reçoit la visite de Joachim, qui avoue qu'il a été kidnappé par les païens et raconte ensuite l'emplacement de la cachette des païens. Non seulement cela, mais Farnèse a également reçu un mot de l'un de ses hommes qui lui a dit que Gu était arrivé là-bas et avait tué plusieurs chevaliers. Connaissant la présence de Gu là-bas, Farnèse ne pouvait s'empêcher de se sentir à la fois en colère et honteuse d'avoir presque abandonné sa chasteté à Gu. Cependant, cette fois, elle devait se concentrer sur l'arrêt des actions des païens qui osaient prendre le risque d'organiser un rituel de culte du diable autour de la zone de la Terre Sainte, qui était toujours bénie par Dieu. Pour faire court, Isidoro et Puck arrivent enfin à la grotte, où les païens commenceront le rituel du mariage entre Casca et leur chef, la Grande Chèvre. Casca est habillée si joliment, tandis que Nina sera utilisée comme sacrifice dans le rituel. Non seulement immobile, Isidoro a ensuite distrait les païens en leur lançant des pierres. Il le faisait simplement pour gagner du temps pendant que Puck se précipitait pour dire à Gu où se trouvait Casca. Au même moment, Farnèse et ses chevaliers arrivèrent à la grotte après avoir suivi les instructions de Joachim. Cependant, ils ont été surpris par les païens qui sont soudainement devenus fous et les ont tous attaqués. Il s'est avéré que les païens avaient été possédés par les mauvais esprits parce qu'ils étaient attirés par les marques sur le corps de Casca. Donc une bataille féroce entre les chevaliers de la Sainte Chaîne de Fer et les païens était inévitable. Voyant Casca et Nina entourés des païens possédés par les mauvais esprits, Isidoro ne reste pas silencieux et se précipite pour les sauver tous les deux. D'autre part, la Grande Chèvre et ses partisans ont tenté de s'échapper en passant par une brèche dans le mur de la grotte. Mais alors, le mystérieux observateur est soudainement apparu et a transformé la Grande Chèvre en une bête sanguinaire qui a ensuite attaqué Farnèse et ses chevaliers aveuglément. La Grande Chèvre a apparemment l'intention de terminer son rituel de mariage avec Casca et tente de consommer leur mariage. Cependant, Gu, qui est finalement arrivé là-bas, ne s'est pas contenté de lâcher prise et a immédiatement attaqué la Grande Chèvre pour sauver Casca. D'un seul coup de sa grande épée, Gu peut tuer quiconque se met en travers de son chemin pour attraper Casca. Gu a ensuite dit à Isidoro d'emmener Casca et Nina à travers une brèche dans le mur de la grotte pendant qu'il affronterait la Grande Chèvre, qui s'est avérée assez difficile à battre après avoir acquis des pouvoirs démoniaques. Cependant, Gu réussit à renverser la Grande Chèvre à la fin, et à son insu, le mystérieux observateur observait leur combat depuis longtemps. Lorsque Gu traverse une brèche dans le mur de la grotte pour rattraper Isidoro et les autres, il est confronté à Serpico, qui veut l'affronter dès le début car il est le Black Swordsman. Bien qu'il ait l'air faible et geek, Serpico s'avère avoir la capacité de se battre avec une épée assez géniale. Même Gu l'admet. De plus, Serpico s'est également battu en utilisant son intelligence, de sorte que certaines des attaques qu'il a lancées étaient complètement imprévisibles pour Gu, et à plusieurs reprises. Gu a été acculé. Cependant, Serpico sous-estimait toujours Gu car il n'avait pas prédit que Gu bloquerait son attaque à l'épée de ses propres mains. Lorsque la situation est désespérée, Serpico vole sournoisement les explosifs apportés par Gu et parvient à échapper à son attaque en se cachant derrière des rochers. Pendant ce temps, Isidoro et les autres sont arrivés à la fin de ce qui s'est avéré être une impasse. Cependant, ils trouvèrent une corde assez longue, qu'ils purent utiliser pour descendre au fond du gouffre. Nina, qui était déjà arrivée au fond de l'abîme, fut surprise par l'apparition de Joachim, qui alla immédiatement informer Farnèse et ses chevaliers de l'endroit où se trouvait Nina. Peu de temps après, Farnèse et ses chevaliers y sont arrivés et ont immédiatement arrêté Nina. Voyant que son amie était attrapée, Casca ne resta pas silencieuse et essaya de l'aider, bien qu'à la fin,
Elle fut également capturée par Farnèse et ses chevaliers. Isidoro, qui était toujours sur la falaise, s'est alors caché et n'a rien pu faire car il ne voulait pas être attrapé. Gu qui est arrivé là-bas et a découvert que Casca avait été attrapé, puis s'est mis en colère et a grondé Isidoro. Cependant, Gu s'est vite rendu compte qu'Isidoro n'était qu'un garçon qui ne pourrait pas affronter seul Farnèse et ses chevaliers. Ce soir-là, Gu et Isidoro se sont précipités à Saint-Albion, accompagnés de Lucas. Au monastère, Nina semble frustrée à cause du malheur qui lui est arrivé après avoir rencontré Casca. Cependant, voyant Casca qui ne comprend rien car elle souffre d'une maladie mentale, Nina se sent alors coupable et lui présente ses excuses. Peu de temps après, l'un des hommes de Mosgus est arrivé et a emmené Nina parce qu'il pensait que Nina était la sorcière. Nina est emmenée dans une chambre de torture, où elle sera punie pour s'être alliée aux adorateurs du diable. Cependant, Nina essaie de se défendre en leur racontant l'incident dans la grotte il y a quelque temps et en leur disant que Casca est la vraie sorcière. Pendant ce temps, Gu est finalement arrivé à Saint-Albion, sentant une présence démoniaque extrêmement terrifiante à cet endroit. Avec l'aide de l'acquittement de Lucas, ils ont finalement réussi à s'infiltrer dans l'église, où Gu a ensuite couru rapidement pour trouver où se trouvait Casca. D'autre part, Mosgus qui a enlevé les vêtements de Casca et a vu les marques sur son corps, a fermement déclaré que Casca était une sorcière et a ordonné à ses bourreaux de la torturer avec une vierge de fer. Cependant, une fois que Casca a été placé dans la vierge de fer, les marques sur son corps ont réveillé les esprits des victimes décédées dans la chambre de torture, qui sont maintenant devenus des esprits maléfiques parce qu'elles nourrissaient une haine si profonde pour Mosgus et ses partisans. En raison du grand nombre d'esprits maléfiques qui ont été victimes de la torture de Mosgus, ils pourraient même fusionner et devenir d'énormes et terribles monstres. Farnèse et les autres ont tenté de s'échapper de là, ignorant Casca qui était lentement englouti par les mauvais esprits. Pendant ce temps, Lucas rencontre enfin Jérôme, qui les conduit à travers les couloirs de l'église pour trouver où se trouvent Casca et Nina. Gu tend alors une embuscade à Farnèse et la force à l'escorter jusqu'à l'endroit où ils retiennent Casca. Arrivés à la chambre de torture, Gu et Farnèse ont été choqués lorsqu'ils ont vu que les personnes qui n'avaient pas eu le temps de s'échapper avaient fondu dans un état très pathétique. Puck dit alors à Gu que Casca n'a pas été blessée dans l'attaque des mauvais esprits parce qu'elle était apparemment protégée par l'enfant démon. Ailleurs, Lucas et les autres parviennent à trouver où se trouve Nina enfermée en prison et la libèrent instantanément. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de se diriger vers la chambre de torture pour sauver Casca, ils ont été confrontés à un terrible monstre qui était une collection d'esprits maléfiques. Pendant ce temps, Mosgus, qui était déjà dans un état d'urgence, a reçu la visite du mystérieux observateur, qui lui a alors donné des pouvoirs démoniaques. Cependant, Mosgus pensait que le pouvoir qu'il venait d'obtenir était un don de Dieu parce qu'il avait été son serviteur obéissant tout ce temps. Et pensait toujours que Casca était une sorcière de culte qui devrait être punie immédiatement. Lucas et les autres tentent de sauver Casca des mains de Mosgus. Cependant, Mosgus pouvait partager son pouvoir démoniaque avec ses bourreaux, alors ils se sont pressés et ont fait tomber Lucas d'une hauteur. Nina et Jérôme ont essayé de saisir la main de Lucas, mais elle a choisi de se sacrifier plutôt que de faire tomber Nina et les autres au fond du gouffre. Lorsque Lucas avait renoncé à sa vie, apparut soudain le Skull Knight qui se précipita pour la sauver. Au même moment, Gu y arrive et parvient à sauver Nina et les autres. En essayant de sauver Casca qui est maintenant retenu captif par Mosgus, Gu découvre immédiatement que Mosgus et ses bourreaux ont obtenu des pouvoirs démoniaques, tout comme la Grande Chèvre. Alors Gu est assez dépassé contre eux. Pendant ce temps, le Skull Knight qui avait sauvé Lucas l'a amené au fond du ravin au bord de Saint-Albion, qui s'est avéré être l'endroit où Mosgus a jeté les corps des victimes de la torture. Le Skull Knight descendit alors de son cheval et tira son épée vers l'obscurité devant lui comme s'il défiait le mystérieux observateur qui s'était toujours caché dans l'obscurité. Le mystérieux observateur a finalement montré sa vraie forme, qui s'est avéré être un œuf, que nous appellerons plus tard l'œuf, avec une paire d'yeux qui se cache toujours dans l'obscurité. L'œuf a confirmé que le fond de l'abîme était l'endroit où il vivait, puis a attaqué le Skull Knight. Cependant, l'attaque n'a pour but que de distraire le Skull Knight car l'œuf kidnappe Lucas et emmène la femme dans sa cachette, qui est une grotte avec un autel de culte rempli de bougies allumées. Lucas a ensuite interrogé l'œuf à son sujet. Mais l'œuf a simplement dit qu'il n'était personne et qu'il ne l'a jamais été. L'œuf raconte ensuite qu'il était un homme qui a toujours été détesté et ostracisé par tout le monde à cause de son handicap physique. Jusqu'au jour où il est tombé au fond d'un ravin à la périphérie de Saint-Albion et a été enterré par les corps des victimes de la torture de Mosgus qui ont été jetés dans l'abîme. Lors de sa chute, il a vu un objet en pierre hautement spirituel utilisé principalement pour invoquer la main de Dieu, qui promet d'exaucer tout souhait. Il a ensuite exprimé son souhait, à savoir incuber un monde parfait car selon lui, le monde dans lequel ils vivent maintenant est trop délabré avec destruction et chaos se produisant partout. L'homme s'est alors sacrifié en se transformant en œuf pour créer le monde qu'il voulait. Pendant ce temps, Gu est toujours impliqué dans une bataille féroce contre les bourreaux de Mosgus. Dans le même temps, Mosgus est sur le point d'effectuer ses rituels de torture habituels pour punir les femmes considérées comme des sorcières adoratrices du diable.
Isidoro et Puck ont essayé d'arrêter Mosgus, mais il n'a pas bougé, donc leurs efforts ont été vains. La scène revient à Lucas, qui à la fin découvre que sa rencontre avec Casca et la décision de la femme d'emmener Casca au camp de réfugiés de Saint-Albion se sont avérés destinés à accomplir une grande prophétie sur une figure de sauveur. Le Falcon of Light, qui apparaîtra bientôt. Peu de temps après, le Skull Knight est finalement arrivé là-bas pour sauver Lucas. Cependant, l'œuf ne s'est pas battu parce qu'il avait rempli son devoir et a choisi de tout dire à Lucas parce qu'il voulait que quelqu'un l'écoute et reconnaisse son existence. Après que l'œuf se soit enfui avec seulement une blessure mortelle qu'il inflige à l'apôtre, le chevalier du crâne emmène Lucas en sécurité alors que les monticules vivants de cadavres affamés se dressent. Après avoir traversé une bataille acharnée contre les bourreaux de Mosgus, Gu a finalement pu tous les vaincre. Cependant, les esprits maléfiques qui s'étaient fusionnés en des formes monstrueuses de monstres ont commencé à remplir la tour de la conviction et ont fait lentement commencer à s'effondrer l'endroit. C'était un signe de la haine des innombrables victimes des atrocités de Mosgus qu'ils se sont maintenant soulevés et ont essayé de venger ce qu'il avait fait. Cependant, la haine et la vengeance se sont propagées si rapidement. Surtout lorsque les mauvais esprits ont également commencé à entrer dans les réfugiés et ont provoqué un chaos massif dans les camps de réfugiés. Alors que les réfugiés qui ont réussi à survivre, les mauvais esprits ont afflué à Saint-Albion, essayant de trouver un abri à cet endroit. Gu, ainsi que les Skull Knight et les Holy Iron Chain Knight, doivent maintenant affronter le même ennemi et réfléchir à un moyen d'arrêter les attaques des mauvais esprits. Quand Azan et ses chevaliers furent écrasés par les attaques des monstres et des réfugiés qui avaient été possédés par les mauvais esprits, Mosgus y arriva alors. Ils ont détruit certains des mauvais esprits avec sa puissance tout en parlant de la puissance de Dieu et de la foi qu'ils devraient avoir dans leur cœur pour ne pas tomber dans l'égarement. Mosgus a alors montré sa force et a dit que tout cela était la puissance de Dieu, de sorte que tous ceux qui l'ont vu se sont agenouillés et ont loué la majesté de Dieu. Mosgus a alors dit qu'il punirait Casca parce qu'elle était la sorcière qui a causé tout le chaos à Saint-Albion et a ordonné à tout le monde d'exécuter Casca s'il voulait mettre fin au chaos et être libéré de la souffrance. Les tripes qui ont entendu cela ont alors essayé de sauver Casca. Mais il est plutôt bloqué par les mauvais esprits qui s'unissent pour former les 4 anges. Avec son épée à 2 mains, Gu a essayé de réduire les mauvais esprits. Mais l'attaque a été complètement inefficace. D'autre part, l'œuf, qui se lamentait sur son sort et était sur le point de mourir d'avoir accompli son devoir, a vu la figure de l'enfant démon mourir après avoir été attaqué par Mosgus alors qu'il protégeait Casca des mauvais esprits. L'œuf, qui ressentait de la sympathie pour l'enfant démon, a ensuite avalé la silhouette et l'a protégé jusqu'à la fin de sa vie. Pendant ce temps, le Skull Knight qui avait amené Lucas assez loin de Saint-Albion demande à Lucas de rester là-bas à cause du grand chaos qui se passe à Saint-Albion. Cependant, Lucas refuse car elle veut sauver ses amis qui sont toujours à Saint-Albion et se précipite alors pour s'y rendre. Lorsque Casca a été placé sur un poteau, Isidoro a alors tenté de sauver Casca avec l'aide de Jérôme et Nina. En fin de compte, Isidoro et les autres parviennent à sauver Casca et à l'emmener loin de là. Mosgus qui a vu cela s'est alors mis en colère et a essayé de les attaquer. Cependant, Gu est arrivé juste à temps, et parce que Mosgus a été pris au dépourvu, Gu a réussi à lui porter un coup fatal. De manière inattendue, Mosgus s'est avéré être transformé en un monstre terrible qui, ironiquement, porte toujours le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait. Farnèse, qui a vu la forme terrifiante de Mosgus, s'est demandé s'il avait vraiment obtenu le pouvoir de Dieu parce que son apparence et ses actions ne reflétaient pas du tout la figure d'un ange sauveur et ressemblaient plutôt à un démon qui voulait détruire l'humanité. Au même moment, Isidoro et les autres sont attaqués par l'un des bourreaux survivants de Mosgus, ce qui fait tomber Nina d'une hauteur. Cependant, avec l'esprit intelligent d'Isidoro et les pouvoirs féeriques de Puck, ils ont finalement réussi à renverser le bourreau. Pendant ce temps, les mauvais esprits, qui se sont mélangés en une vague d'esprits géante, se sont précipités vers la tour de la conviction pour dévorer les réfugiés qui y tenaient encore. Tout le monde semblait taper dans ses mains en priant Dieu. Dans le combat, Mosgus a demandé à Gu de voir comment tout le monde est devenu obéissant et a prié son Dieu. Cependant, Gu dit qu'il ne prie que pour leur propre sécurité et que le salut ne viendra pas s'ils sacrifient quelqu'un simplement parce qu'ils ne veulent pas être la victime. En entendant les paroles de Gu, Mosgus s'est alors mis en colère parce qu'il avait sous-estimé la foi de quelqu'un et lui a dit de se repentir. Mais Gu n'en a pas tenu compte et a ensuite attaqué Mosgus avec vengeance. Cependant, l'attaque semblait n'avoir aucun effet sur Mosgus. Lorsque Gu a semblé épuisé, le corps de Mosgus a soudainement explosé car il s'est avéré que Gu avait secrètement placé ses explosifs dans plusieurs espaces du corps de Mosgus. Il saisit alors son épée et à la fin, réussit à tuer Mosgus, dont le corps brûla et tomba au milieu des réfugiés. Cependant, la mort de Mosgus n'a pas nécessairement détruit ou arrêté les attaques des mauvais esprits qui sont finalement arrivés là-bas et ont dévoré les réfugiés près d'eux.
Sachant que le cadavre brûlant de Mosgus pouvait conjurer les attaques des mauvais esprits, Gu et les autres, y compris Farnèse et Serpico, rassemblèrent le bois autour d'eux et fabriquèrent des torchets pour conjurer les attaques des mauvais esprits, espérant qu'elles dureraient jusqu'au soleil. Rose le lendemain. Pendant ce temps, Nina, qui est tombée d'une hauteur, a réussi à survivre. Cependant, un groupe de personnes essayant de se sauver d'être poursuivis par les mauvais esprits s'est dirigé vers elle. Heureusement, Lucas est arrivé à temps et a ensuite sauvé Nina. Après cela, elle a dit à Nina de se cacher dans le tonneau pendant qu'elle cherchait une autre cachette. Alors que Gu et ses compagnons repoussent le flot de cadavres avec le feu, tandis que Lucas sauve Nina en bas de la tour, Elf appelle les morts à la tour de la conviction. Il se sacrifie pour terminer le rituel avec l'enfant démon devenant le vaisseau corporel de Griffith. L'événement de résurrection a provoqué l'effondrement de la tour de conviction et tué tout le monde à bord. Au même moment, l'aube s'est levée à l'horizon oriental et les mauvais esprits ont disparu alors que le soleil brillait sur la région. Gu et ses compagnons ont survécu, tout comme Nina et Lucas qui ont tenté de s'échapper de leur cachette. Cependant, lorsqu'ils se sont finalement regroupés, ils ont été surpris par l'apparition de Scylla, de ses clans et de l'armée Kuchan qui les entourait. Scylla avait apparemment aussi une vision de ce qui se passerait à la tour de la conviction, alors lui et ses hommes se sont précipités à Saint-Albion. Scylla ordonna alors à l'armée Kuchan de capturer Gu et ses compagnons, de sorte qu'une bataille féroce entre eux était inévitable. Avec l'aide d'Azan qui a survécu, Gu et ses compagnons ont tenté de combattre l'armée Kuchan et de protéger Casca. Mais ensuite, le Skull Knight est apparu avec Zod, qui ne se souciait pas de la bataille et a ensuite pointé derrière eux. Où se trouvait actuellement le faucon de lumière ou le sauveur qui se manifestait sous la forme de Griffith. Tout le monde semblait étonné de voir l'apparition du faucon de lumière qui avait été prédit et impliqué dans les rêves des habitants de Midland. Zod s'est précipité vers Griffith, puis s'est agenouillé devant lui et s'est dévoué comme serviteur de Griffith parce qu'il était le faucon de lumière qui était censé être le plus fort du monde. D'autre part, Casca a montré une réaction étrange lorsqu'elle a vu Griffith comme si elle voulait s'approcher de lui. Gu a ensuite tenté de retenir Casca, a volé un cheval à proximité, puis s'est précipité pour la ramener chez Godot. Pendant ce temps, l'armée beaucoup plus importante de Kuchan a été vue affluant vers Saint-Albion, alors Isidoro et les autres se sont précipités loin de là, et Zod s'est envolé avec Griffith. Lorsqu'ils furent en lieu sûr, Lucas cueillit quelques tiges de fleurs qu'elle offrit à l'œuf pour ses sacrifices et aux réfugiés morts dans les terribles événements de la nuit dernière. Pendant ce temps, Nina a finalement retrouvé Joachim qui a survécu. Ensuite, Isidoro leur a dit au revoir à tous car il allait se précipiter après Gu et Casca. D'un autre côté, Farnèse a décidé d'abandonner son titre de chevalier de la chaîne de fer sacré et de suivre Gu parce qu'elle était convaincue que Gu pourrait la conduire sur le bon chemin. De retour aux ruines de Saint-Albion, le Skull Knight pense que les événements qui se sont produits vont bientôt changer le monde. La morale que nous pouvons apprendre de cet anime est que nous ne pouvons vraiment compter que sur nous-mêmes dans ce monde. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons nier la puissance de Dieu agissant à sa manière, car si nous savons comment Dieu gère tout dans nos vies, nos cœurs seront remplis d'amour pour lui.